Bon, merci Madame Sylvie Théron. Merci à la municipalité de Saint-Jacques-Cap-Ferrat et la médiathèque. Merci à vous d'être ici. Je suis vraiment très content d'être ici et parler de mon sujet, d'un de mes sujets de recherche. Je tiens à dire aussi que je suis italienne. Oh, oui. Et, ah non? Si. Ok, je m'excuse. Je voulais dire que je suis italienne. J'habite sur Nice parce que ma femme est maître de conférence à l'université de Nice en physique optique quantique. Et nous faisons part ensemble de l'association Sciences pour tous 06. C'est pour ça que je suis là ce soir. Et je voudrais dire aussi que je m'excuse pour mon niveau de français. Je sais de n'avoir pas un vocabulaire très large, très profond, donc je m'excuse en avance, s'il vous plaît. J'espère que vous comprenez. Ok, alors, je suis un anthropologue. Et la question est, qu'est-ce que c'est l'anthropologie culturelle? L'anthropologie est une discipline qui est très ancienne, en effet. Voilà. Une discipline très ancienne, peut-être qui est née avec les êtres humains, parce que toujours les êtres humains se sont demandé qu'est-ce que font les autres. Et pour longtemps, on n'avait pas un sujet en méthodologie de recherche. Et à la moitié, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, est arrivé un concept, le concept de culture. Et donc, on a compris que les différences entre les êtres humains, entre les groupes humains, étaient des différences culturelles. Très bien. La question est, qu'est-ce que c'est la culture? Et la culture, en 1871, avec Sir Edward Barnett Taylor, en anglais, était définie comme une sorte de sac avec toutes les traditions, le langage, les lois qui ont support d'une génération à l'autre. En effet, ce n'est pas vraiment comme ça. C'est vrai, c'est un peu comme ça. Mais c'est vrai aussi qu'on change les objets dans ce sac métaphorique. Et donc la culture, c'est aussi une relation, c'est un dialogue. Et en certain sens, c'est ce qu'on fait ce soir ensemble. Je fais toujours un exemple. Pour mes enfants, j'ai deux enfants, Antonia et Camilla, qui ont 9 ans et 5 ans, manger le sushi une fois par semaine, c'est normal. Pour moi, non. J'ai découvert le sushi à 25 ans. Et mes parents, jamais. Donc, on va changer les choses. Pas trop. Petit à petit, d'une génération à l'autre. Donc la culture, c'est quelque chose qui n'est pas fixe dans le temps, mais quelque chose qui change avec les relations. Parfait. Et alors l'anthropologie culturelle, c'est quoi? C'est une discipline scientifique, de manière un peu différente de la physique, de la chimie et des autres, de l'astronomie, qui étude la culture comme héritage, comme relation, mais aussi l'identité. L'identité, c'est un sujet que les anthropologues aujourd'hui ne traitent pas parce que c'est un sujet trop difficile, c'est surtout politisé beaucoup, trop, je dirais. En tout cas, c'est étudier l'ethnicité ou en Europe la nationalité. Non, vous avez jamais pensé quelle est votre ethnicité? On utilise ce concept pour les autres. Les autres sont au-delà de l'Europe. Pour l'Europe, on utilise le concept de nationalité. En tout cas, un autre thème est la vision du monde. On étudie la vision du monde, un peu générale, qui en général est définie par l'idée religieuse, par l'idéologie politique. Non? On regarde le monde selon une idée. En général, j'entends l'anthropologie comme la science qui étudie la diversité culturelle.
l'altérité, nous disons en anthropologie, c'est-à-dire les stéréotypes, les croyances, les préjugés sur les autres et sur nous-mêmes. Et donc, on peut dire que l'anthropologie est la discipline qui tente de comprendre comment nous faisons toutes les mêmes choses, mais en manière différente. Pour moi, l'anthropologie est un peu le désir de comprendre, d'aller au-delà de la surface des choses. L'anthropologie est la capacité de discerner des choses qui s'échappent parce qu'elles sont trop visibles. Ça le dit Franco Lacecla, qui est un anthropologue et urbaniste italien qui travaille en Europe. Et un autre que je citerai aussi pour mon discours ce soir est Italo Calvino. C'est un peu notre voisin parce que Italo Calvino est un très important écrivain italien qui est mort dans les années 80. Et il était né à Sanremo, donc ici à côté chez nous. Et Italo Calvino disait dans un livre que l'ailleurs est un miroir au négatif. Le voyageur reconnaît le peu qui est à lui, découvrant ce qu'il n'a pas et n'aura pas. Ça, c'est très important pour mon expérience aussi. J'ai fait des expériences de recherche ethnographique dans plusieurs endroits, par exemple au Burundi, au cœur de l'Afrique. Et là, par exemple, j'ai découvert l'importance de la participation démocratique aux élections. Parce que j'ai participé comme observateur de l'Union européenne pour les élections après la guerre civile en 2005. Et là, on faisait des petits séminaires pour faire comprendre à la population burundaise l'importance d'aller au bureau de vote pour s'exprimer. Et que le vote est secret, pas parce que c'est dangereux ou négatif, c'est une mesure de protection, on peut dire. Et là, donc, j'ai compris l'importance que pour moi était quelque chose que je n'avais pas jamais mesuré. Je n'avais pas fait la résistance après la dictature italienne du fascisme. Je suis né dans la démocratie, donc je ne donnais pas de valeur. Je l'ai compris ailleurs. Et puis, Margaret Mead est une grande anthropologue de l'histoire de l'anthropologie mondiale, c'est une femme, et elle ajoute un petit nuance d'engagement politique dans le sens philosophique. L'anthropologie, pour moi, est quand il y a un groupe aussi petit qui peut faire une révolution. Si le groupe est très motivé et coordonné, on peut changer les choses. Et enfin, il y a une autre idée qui m'inspire, et c'est John Ghana, qui est un philosophe africain de l'Ouest, qui dit que connaître une langue, un travail, connaître une seule religion, c'est une prison. Et donc, il faut sortir de cette dimension singulière. Alors, l'anthropologie, donc, est la science qui étudie les différences entre les groupes humains. Il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de traditions, de langages, d'idées politiques. Mon domaine spécifique est l'étude des désastres et du risque. C'est-à-dire que j'étude le moment qui est anormal. Nous sommes en normalité, il arrive en catastrophe, en désastre, quelque chose, et donc il commence en période anormale. Donc mon sujet est sur tout ça, étudier le risque ou le désastre. Le risque, c'est avant le désastre c'est quand il arrive quelque chose. Et qu'est-ce que j'étude? J'étude la réponse des populations endommagées. Que ce n'est pas toujours
comme on peut s'attendre, c'est-à-dire les personnes en danger, les personnes endommagées font des choses irrationnelles, qui semblent irrationnelles. Et donc j'ai tout de ça. Alors, on va commencer avec une nouvelle de chronique internationale. Peut-être que vous vous rappelez qu'il y a moitié de juillet, du juillet passé, dans le nord du Chili est arrivé un tremblement de terre plutôt fort. Pas de dommages, de morts, mais en tout cas très fort. Et la presse locale du Chili et du Sud-Amérique a écrit, entre les autres choses, qui, dans les jours avant, était pêché en pez remo. Pez remo, c'est le poisson rame, le poisson... Pourquoi faire comme ça, hein? C'est moi ou quoi? Un poisson aviron, je ne me rappelais pas. C'est un poisson énorme, celui c'est de 6 mètres, mais il peut être encore plus grand. C'est un poisson de l'océan Pacifique. Et ici, c'est un des articles que j'ai archivés. Et la croyance des populations locales est que quand il arrive en pez remo sur la côte, il arrive aussi un tremblement de terre très fort. Donc le pez remo est un signe de danger. Et ici, il y a un petit dessin d'une femme chilienne qui dit comme il y a un bébé et sa maman un pez remo, le petit est pris par les êtres humains et donc la maman fait un tremblement de terre. Ils sont fous, les Chiliens. Ils croient des choses incroyables. Non. Dans le même océan, mais de l'autre côté, au Japon, il y a une légende similaire. Il y a Namazu. Namazu, c'est un poisson-chat qui, ici c'est un très bel dessin d'époque, qui habite au-dessus de l'archipel japonais. Et quand il fait des mouvements, bien sûr, il arrive un tremblement de terre. Les Japonais, tout le monde connaît que les Japonais sont très précis, très forts dans la mitigation des risques. Donc, comment est possible qu'ils croient qu'au-dessus de l'archipel, il y a un poisson géant? En effet, il continue aussi, ça c'est pas seulement la tradition. Par exemple, dans la culture populaire actuelle, celle du cinéma, des animations, des films d'animation, comme ici, Pogno sur la falaise, peut-être vous l'avez vu ou entendu, c'est un très bel film de Miyazaki, c'est un grand directeur de films animés japonais. C'est l'histoire d'une créature marine rebelle qui produit un tsunami. Donc il y a toujours une narration sur les événements naturels, on peut dire, sur les désastres potentiels. Encore au Japon, vous connaissez, il y a un géant terrible qui s'appelle Godzilla. Godzilla, c'est un kaiju, c'est-à-dire un monstre en japonais, qui est très récente parce qu'il a été pour la première fois au cinéma dans le 1954, c'est-à-dire 9 ans après la bombe atomique. Et Godzilla, c'est une métaphore du danger écologique et nucléaire du Japon. Le Japon était une nation traumatisée par la bombe atomique à Nagasaki et Hiroshima. Et donc, ils ont élaboré cette angoisse en forme de géants terribles qui détruisent Tokyo et les autres villes. A eu un énorme succès. Vous le savez, il y a
plus d'une trentaine de films japonais et internationaux, américains, etc., sur Godzilla. Ou encore, il y a un autre sujet dans l'océan Pacifique, c'est Cthulhu. C'est un monstre extraterrestre qui habite dans une ville sous-marine qui est vénéré comme un dieu. Et c'est dans un livre de Lovecraft, un des grands écrivains du XXe siècle. Ok. Et de l'autre côté de la planète, voilà, par exemple, c'est un exemple. Un autre monstre, c'est un dragon. C'est le dragon des Alpes. Je ne sais pas si vous savez que les Alpes, les montagnes de France, Italie, Suisse et Autriche, sont pleines de dragons. Et en effet, les dragons des Alpes ne sont pas des animaux de feu, mais sont des animaux de glace, parce que sont des glaciers. En effet, du XIVe siècle, les glaciers des Alpes se sont engrossis, et donc ils gagnaient de la terre et mettaient en danger les villages, les terres des agriculteurs. Ils sont nés des légendes, les légendes des dragons des Alpes. Ou encore, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un géant. C'est le bosquet de l'Encelade et dans le jardin de Versailles. Donc, quelque chose qu'on connaît bien en France. Mais en effet, Encelade ou Encelado, c'est un géant qui est prisonnier dans la Sicile. Vous voyez là, c'est l'île de la Sicile, Encelado. Et en correspondant de la bouche, il y a l'Etna, c'est-à-dire le volcan plus grand d'Europe. 3000 et plus mètres d'auteur. Il est actif, il est énorme et magnifique. Encelado, c'est un géant prisonnier de l'île. Il y a aussi un autre géant qui est prisonnier d'une île. C'est lui. C'est une autre île. Regardez. C'est un géant qui porte l'île. Il s'appelle Typheo, ou Typhon. Et il est sous l'île de Ischia, dans le golfe de Naples. Ischia est aussi une île volcanique. N'a pas un volcan visible parce que toute l'île est volcanique et peut érupter partout sur l'île. Il y a des lieux sur l'île qui sont très, très fascinants. Par exemple, le pied de Typheo ou le respire de Typheo. Donc les lieux ont pris sont des parties du géant, les lieux de l'île. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de géants sous des volcans de la Méditerranée? Et c'est une histoire qui remonte à la mythologie grecque. Et alors, avant de l'expliquer, je vous demande, vous connaissez s'il y a un géant aussi pour le Vésuve? Le Vésuve, c'est peut-être le volcan le plus connu en Europe, parce que c'est le volcan qui a produit Pompéi, Ercolano, les villes archéologiques les plus grandes et célèbres, qui ont été découvertes 17 siècles après le désastre. Pour 17 siècles, personne ne savait rien. En effet, aussi pour le Vésuve, il y a un géant. Il s'appelle Alcioneo ou Alcyone. Ici, et en particulier d'Athéna, qui gagne sur Alcioneo, et c'est au musée du Pergame de Berlin. L'histoire d'Alcioneo et des autres, Typheo, Encelado et des autres, est l'histoire des géants de la mythologie grecque qui se sont rebellés, qui ont fait une rébellion contre les dieux de l'Olympe, et ils ont perdu. Alcioneo était le chef de cette rébellion, et la bataille s'appelait Gigantomachia, la gigantomachie, peut-être la prononce en français, gigantomachie ou gigantomachie, je ne sais pas.
en tout cas, c'est une histoire de la mythologie, c'est-à-dire de la religion ancienne grecque. Et donc, ils ont perdu et tous les géants sont fuis dans les îles de la Méditerranée ou dans les volcans de la Méditerranée. Et ils sont des géants énervés qui ont perdu. Donc, le volcan, il fait des dommages, le Vésuve en particulier, parce qu'à différence de l'Etna est toujours actif, ou le Stromboli, vous savez, maintenant c'est actif. Le Vésuve a une vie qui est différente, parce qu'il est aujourd'hui actif, mais en quiescence, c'est-à-dire qu'il dort. Il fait des grandes dormies. Pour des siècles, il peut dormir. Et après 4-5 siècles, il érupte avec une énergie qui est destructive. Bon, la première fois que le Vésuve, la première fois que j'ai découvert, peut-être c'est plus ancienne, le nom de Alcioneo est dans la Ratto di Proserpina, c'est-à-dire le viol de Proserpine de Claudio Claudiano. C'est un écrivain latin du IVe siècle après Jésus-Christ. Donc il y a 1500 ans d'histoire d'Alcioneo. Alcioneo est encore utilisé dans le 1631. 1631 est une date très importante. Le 16 décembre 1631, dans le XVIIe siècle, il y a une éruption catastrophique du Vésuve. Après celle très connue du 79 qui a produit Pompéi, l'autre grande éruption dans les derniers 2000 ans est 1631. C'est une éruption qui ouvre un cycle éruptif qui est terminé dans le 1944. Donc il est duré 3 siècles. Ces 3 siècles sont les 3 siècles de la célébrité du Vésuve, parce qu'on a beaucoup de peintures, de produits culturels sur le Vésuve. Aussi, la science, c'est-à-dire la volcanologie, naît avec cette éruption. Il y a les premières descriptions, les intellectuels, les proto-scientifiques de l'époque voyagent à Naples pour comprendre comment est possible qu'une montagne prenne feu, érupte. Il utilisait incendie, l'incendie du Vésuve. Le terme éruption est plus récent et plus moderne. Comment est possible? Il ne savait pas. Et donc, il naît la science volcanologique. Et dans cette année, il y a des descriptions de l'éruption qui citent aussi Alcioneo, encore le site. Après cette dernière citation, dans les siècles suivants, Alcioneo disparaît. Personne aujourd'hui à Naples et autour du Vésuve connaît Alcioneo. Ma discipline, l'anthropologie culturelle, est une discipline scientifique dans le sens que je vais sur le terrain, je vis avec les personnes, j'écoute, je fais des entretiens, mais des histoires de vie. Je ne fais pas un questionnaire, je reste avec les personnes, je parle. Des fois, je reste à manger le soir. Non, on devient, je ne veux pas dire amis, mais comment dire, on se fréquente, proche. Parce que c'est dans cette relation qui sort des visions, des vérités, on peut dire, leur vérité. Mon objectif n'est pas de souligner la vérité absolue, mais d'enregistrer la vérité des personnes avec lesquelles je rentre en contact. Et aujourd'hui, je disais, personne ne connaît Alcioneo. C'est une légende très ancienne, très puissante, qui est disparue. Ici, c'est la représentation du 1631 dans le livre que j'ai cité. Vous voyez, c'est Alcioneo, c'est un géant, parce que ici, il y a un pont, ici, des personnes, et il a un peu la même forme du Vésuve. Le Vésuve a 2 cimes, le Monte Somma et le Gran Cono, c'est-à-dire le volcan proprement dit.
Aujourd'hui, j'ai trouvé un autre géant du Vésuve qui s'appelle Vesuvius. Je l'ai trouvé sur Instagram. Et l'auteur de ce dessin est un jeune garçon italien qui ne connaît pas Alcioneo. Il a fait un dessin comme ça. Et c'est un géant de lave. Et c'est un super-héros qui défend Naples, l'Italie, etc. Ok, c'est un jeu. En effet, il y a un autre géant dans les légendes plus connues de Naples et du Vésuve. C'est l'histoire qui nous raconte Matilde Serao. Matilde Serao est une femme très importante de la fin du XIXe siècle qui a fondé Il Mattino, c'est-à-dire le journal de Naples, qui existe encore aujourd'hui. C'est une femme qui l'a fondé, Matilde Serao. Et elle a écrit plusieurs livres, et dans ce livre des légendes de Naples, elle écrit une légende du Vésuve qui utilise deux figures. Vesuvio, c'est un jeune, et Capri, c'est une femme. Ils sont amoureux, mais les familles ne veulent pas cet amour, et donc ils se suicident, les deux se suicident. Un devient une île, l'île de Capri, que peut-être vous connaissez, et l'autre devient le volcan Vésuve, plein de rage parce que sa femme est morte, etc. Ça, c'est la dernière fois que j'ai trouvé une légende avec en quelques références à un géant du Vésuve. Plus avec nos jours, il y a une autre légende sur le Vésuve, qui est bon, attendez. Il y a plusieurs légendes à côté de ça, à côté d'Alcioneo, qui est une légende. Il y a des contes. C'est un peu différent, la différence. Les légendes sont des explications des lieux. Les contes sont des explications morales, moraux, non, au pluriel, morales. Merci. Donc, par exemple, Chaperon rouge, c'est un conte parce que le conte explique qu'il ne faut pas qu'un enfant va dans le bois parce qu'il y a le loup, etc. C'est une métaphore contre les violences sexuelles. La légende, non, la légende, c'est une explication du territoire, des lieux. Donc, à côté de la légende qui explique le volcan, donc le géant plein de rage qui a été battu par Héraclès, etc., il y a des autres contes qui donnent couleur, on peut dire, au lieu. Il y a plusieurs contes de sorcières. Des sorcières qui ne sont pas le Vésuve, mais donnent de l'aide au Vésuve pour être encore plus destructif. La dernière sorcière, la plus connue, est celle-là. Peut-être vous la connaissez. S'appelle en français Amélie en italien. En français, c'est Mystique. C'est Mystique. Elle a 60 ans. L'année passée, son anniversaire était de 60 ans. Mystique est la sorcière du Vésuve et utilise le volcan comme un pizzeria, etc. Et elle est l'adversaire du vieux de l'univers de Disney. Je ne sais pas en français. L'oncle, non? Comment s'appelle le grand-oncle? Picsou, merci, c'est vrai, Picsou. Mes filles me disent Picsou et je ne rappelle jamais. C'est moi ou quoi? Peut-être c'est là. Bon, des images comme ça. Voilà, hein, avec Picsou. Voilà. Il combat pour la première monnaie la plus importante de la collection de Picsou. Il y a aussi des autres représentations de l'art. On ne peut pas faire une histoire de l'art du Vésuve, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais par exemple pour les 70 ans de la dernière éruption, en 2014, JP, que c'est un artiste plutôt connu pour les BD en Italie et aussi en France, a dessiné ça, que je trouve très beau. Ou un autre
BD italienne, c'est Martin Mystère, et il sort du Vésuve en polichinelle qui c'est pas trop gentil. Ou Möbius, qui est un artiste inoubliable français qui utilise une phrase célèbre à Naples. Tu vois Naples et après on meurt, et ici c'est l'envers, mourir et voir Naples. Bon. Il y a une petite queue de cette histoire du géant du Vésuve. Dans les années 60 du siècle passé, du XXe siècle, est sortie une chanson de Sergio Bruni qui s'appelle O Vesuvio, le Vésuve. Et pour la première fois, ici le Vésuve, c'est pas est un géant. Il parle de Vésuve comme un géant, mais c'est pas un géant qui détruise. C'est pas un géant qui fait peur. Au contraire, c'est un géant qui pleure. Et Sergio Bruni, je ne sais pas avec combien de savoir, mais il raconte l'urbanisation sauvage de Naples et du Vésuve, qui commençait dans les années 50 et 60. Et aujourd'hui a produit cette urbanisation sauvage, légale et un peu illégale, le risque actuel qui est autour du Vésuve, où presque 700 ou 800 000 personnes habitent, et il faut prévoir une sortie, une évacuation qui est quelque chose de terrifiant si vous pensez. 800 000 personnes qui sont évacuées en 3 jours, c'est impossible. Simplement, c'est impossible. Et donc les désastres du Vésuve actuel, ce n'est pas le volcan, sont les hommes, sont les êtres humains qui sont installés là et qui sont mis en danger. Et Sergio Bruni, dans cette chanson, parle du volcan qui pleure. Cette chanson est retournée après 60 ans dans le 2017 avec ce dessin là-bas, avec un ensemble d'artistes napolitains qui s'appelait Terroni Uniti, qui ont repris la chanson, ils ont un peu modifié, parce que dans le 2017, il y a eu un incendie du Vésuve, du parc national du Vésuve, qui a détruit entière du parc. Donc, pour la première fois après 60 ans, des personnes, des artistes ont chanté encore cette chanson. Dans l'histoire musicale napolitaine, le Vésuve est très présent. Par exemple, dans cette chanson de 1906, Francesco Daddi, qui était un chanteur migré aux États-Unis, chante l'éruption de cette année sur la musique de Torna Suriento. C'est une chanson très, très connue aussi. Ou encore, Enzo Abitabile a chanté Quanno Vesuvio, que c'est la lettre de Plinio, qui Plinio a écrit dans le 79, il y a 2000 ans, à son oncle, pour décrire l'éruption célèbre de Pompéi. Donc il a mis en musique ça. Encore, il y a Francesco De Gregori, qui est un autre chanteur très connu en Italie, qui chante une lettre de Pompéi, etc. Et encore, il y a des artistes internationaux qui chantent le Vésuve, même s'ils ne connaissent pas le Vésuve, comme par exemple Sufjan Stevens. C'est un très, très beau chanteur de New York qui chante le Vésuve comme un état d'âme. Le Vésuve, c'est quelque chose que je sens à l'intérieur de moi. Tout ça pour dire quoi? Que le Vésuve est utilisé selon les contextes. Par exemple, les dimanches de football, il y a les supporters des autres équipes contre l'équipe de Naples qui chantent des chorus, des chansons sur le Vésuve, que le Vésuve puisse détruire Naples. C'est un jeu, okay? C'est une guerre simulée, c'est pas très grave. On sait qu'on fait comme ça le dimanche. Okay. Alors, sera un plaisir quand le Vésuve éruptera, etc. Ok, c'est pas trop raffiné, mais quelle est la réponse des Napolitains? Toujours dans la guerre simulée, ils sont en 20 000 ici,
dans la Curva B, c'est-à-dire une partie de l'estade qui aujourd'hui s'appelle Diego Maradona. Ouais, le nouveau dieu. Bon, et ils font une chorégraphie qui s'allume comme l'éruption de Vésuve. 20 000 personnes qui font le même geste et ils disent « Ok, le Vésuve, c'est nous ». Donc, ils utilisent le Vésuve pas contre, mais pour souligner sa propre puissance. Donc, qu'est-ce que dit ça? Que le Vésuve, c'est pas plus un objet naturel, c'est plus une montagne, un volcan, c'est un objet culturel. On a culturalisé le Vésuve. Et donc, si vous allez à Naples, vous pouvez voir autour de vous des milliers de Vésuves. Des Vésuves alimentaires, des Vésuves des associations. Je trouve que ça, c'est très beau, parce que c'est l'association d'amitié Italie-Japon, avec et des autres. Ou encore des événements comme, je ne sais pas, la Pink Parade, vous savez, qu'il y a pour les revendications des droits des homosexuels ou des autres choses. Partout, il y a le Vésuve. Aussi en politique. Et ce n'est pas un sujet de droite ou de gauche, c'est de tout le monde. De l'extrême gauche à l'extrême droite, c'est lui, et les autres nuances entre les deux. Le Vésuve est quelque chose qui signifie authenticité, enracinement, aussi puissance, bien sûr. Par exemple, pour le sport. Ici, c'est très clair. Le logo d'une équipe de basket qui dit « Nous sommes puissants comme le Vésuve », etc. Ça, c'est la première partie de mon discours. Peut-être que je suis un peu longue. Excusez-moi. La deuxième partie, c'est les rituels. On a parlé de contes, de géants, de culturalisation des lieux et du volcan en particulier. Continuons, on reste encore sur le Vésuve pour commencer un autre chapitre, le chapitre des rituels. Toujours en cas de danger, les personnes, les communautés font des choses qui, à l'apparence, sont irrationnelles. Par exemple, ils font des rites. Je dis qu'ils font des rites d'urgence. Les rites d'urgence sont des rites religieux ou pas, qui n'existent pas dans la tradition de la communauté, sont inventés à l'instant pour cette chose qui est arrivée. Qu'est-ce que c'est un rituel? Alors, un rituel, c'est une performance avec laquelle on fait des prières, on chante, on peut faire des processions. La forme du rituel, c'est pas unique. Il y a plusieurs types de rituels. Et dans les rituels, dans les rites d'urgence, dans l'histoire des rites d'urgence que j'ai vus sur le Vésuve, il y a plusieurs typologies. Ce n'est pas nécessaire maintenant comprendre quelles sont les typologies. Le rite d'urgence, je l'ai dit un peu, c'est aussi de l'automortification dans les siècles passés. Par exemple, dans le 1631, il y a les chroniques de Naples sur l'éruption du Vésuve qui parlent de femmes qui se sont coupées les cheveux pour demander pardon à Dieu parce qu'ils ne savaient pas pourquoi cette montagne a été explosée. Donc, ils pensaient qu'il était l'ire divine, c'est-à-dire la rage de Dieu. Et le rite de commémoration est l'autre type de rite. Ce n'est pas en urgence. C'est le même rite, mais dans les années suivantes. Et après, je parle de ça. Le rite d'urgence. Le rite d'urgence est quand il y a un désastre en cours et les personnes prennent pour les chrétiennes, je prends l'exemple du Vésuve, donc une tradition chrétienne catholique, prendre la croix ou une statue d'une sainte et le porte sur le lieu du désastre pour demander la fin du désastre. Ici, c'est une peinture célèbre de Mico Spadaro de la éruption de 1631.
il y a une procession avec les sacerdotes et des autres personnes qui fouillent. Et ici, il y a Saint Janvier avec des anges qui volent sur le volcan pour arrêter le désastre, c'est-à-dire la force de la nature, qui dans ce contexte est la force du mal. Il y a aussi des autres peintures plus populaires, comme celui-là, en 1906. Encore, ici c'est Sant'Anna, la mère de la Madone, de la Vierge. Et ça c'est intéressant parce qu'elle est... le dessin la montre avec les épaules, c'est-à-dire qu'elle regarde le Vésuve. La statue doit regarder le Vésuve parce que la puissance du sang passe avec les yeux, le regard. Et la même chose est ici. Regardez, ici il y a, ici il y a Saint Janvier qui regarde le Vésuve. Et la procession c'est comme ça. Encore, il y a des autres, une statue dans une banlieue de Naples, où ici c'est Sant'Alfonso Maria de Liguori, celui qui a composé des chansons de Noël très célèbres en Italie, encore en vie et prié par ces paysans de demander à Dieu d'arrêter le volcan. Ok, dans les siècles passés, ils ne savaient pas comment fonctionnait un volcan. Donc, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Dans l'angoisse, qu'est-ce que vous faisiez? Vous priez. On prie le Dieu pour arrêter cette catastrophe. Ok. Mais aujourd'hui encore, ici, il y a des images de Sant'Emidio, que c'est un saint du centre-Italie, qui protège des tremblements de terre. Il est très connu, regardez, sont très beaux les dessins. Et dans le 2016, août et octobre, il y a eu 2 tremblements de terre. Peut-être vous avez entendu de Arquata del Tronto ou des autres lieux complètement détruits. Il y a des personnes, le jour après, des personnes qui prient. Et encore, c'est irrationnel. Pourquoi prier quand le désastre est déjà arrivé? Il n'y a pas de possibilité de récupérer. Le désastre est arrivé. Donc, ce n'est pas seulement une demande de protection à la divinité. C'est quelque chose de plus subtil. Et c'est très rationnel, très utile, on peut dire. Ils s'embrassent. Dans ce moment, ils s'embrassent, ils restent ensemble. Ils font quelque chose ensemble et c'est une manière de répondre au désastre. Tous les désastres ont 2 effets. Le premier, c'est un effet sur les lieux. Un tremblement de terre détruit les lieux, la ville. Une éruption détruit les lieux, etc. Le deuxième, c'est un désastre social. La communauté qui habite là peut mourir ou se disperser. Comme est arrivé dans le centre d'Italie, qu'il y a plusieurs villes d'urgence, on peut dire, autour de l'Aquila. Peut-être vous le connaissez. Aujourd'hui, après plus d'une dizaine d'années, il y a encore des gens qui habitent dans des bungalows, des hôtels. La communauté s'est détruite. Donc, ce rite que j'appelle rite d'urgence, parce qu'il n'y a pas une tradition, non, ce n'est pas la fête du village. Ce n'est pas une occasion religieuse qui retourne chaque année. C'est exceptionnel. Font quelque chose de très important pour contrôler l'angoisse. L'angoisse d'être tout seul. Parce que tout seul, nous sommes plus vulnérables. Ensemble, nous avons plus de chances de survivre. Par exemple, une personne connaît où sont données l'alimentation. Alors, il donne des informations, non? Par exemple. Ou l'élaboration
du traumatisme. Alors, j'ai perdu ma maison. C'est un drame. Mais cette femme a perdu son fils. Et donc, je commence l'élaboration du traumatisme. Ces rituels ne sont pas quelque chose d'irrationnel. On la forme de quelque chose d'irrationnel. Mais ils sont très nécessaires, surtout dans le contexte du désastre, dans les premières heures au jour. Par exemple, il y a aussi partout des exemples comme ça. Par exemple, ici, nous sommes en Philippines, après un cyclone, un typhon, le typhon Haiyan de 2013. Il y a des personnes dans un paysage apocalyptique, regardez, la photo est magnifique, qui portent en procession des statues catholiques. C'est irrationnel, le typhon a déjà détruit tout. Pourquoi ils font comme ça? Ou encore, dans une autre religion, un autre contexte, en Indonésie, il y a l'éruption du volcan Sinabung et des personnes qui prient qu'il s'arrête. Parce que là, ils sont des paysans et les champs couverts de cendres sont improductifs. Encore, en Libérie, en Afrique, il y a des personnes qui prient pour la fin de l'épidémie d'Ebola dans le 2014. Ou encore, on retourne en Europe, en Italie, ici dans le sud de l'Italie, en Salento, c'est la dernière pointe de la Pouille, vers la Grèce, il y a eu une épidémie des oliviers. Des millions d'oliviers détruits, morts pour cette épidémie. Ils ont organisé des funérailles, comme ici. Parce que l'olivier est quelque chose de très important du point de vue économique, bien sûr, mais aussi identitaire. Bon, je ne sais pas si ça fonctionne en France. Peut-être cette image. Voilà. Voilà. Non. Peut-être c'est là. Ok. Ce sont des balcons italiens. Des balcons italiens qui disent tout ira bien. Tous les enfants italiens, dans la mars 2020, ont dessiné des arcs-en-ciel et ils ont mis sur le balcon. C'est la pandémie de Covid-19. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est retrouvés tous les soirs, aussi en France, à 8 heures, pour faire des applaudissements. Bien sûr, aux médecins, aux personnes qui ont tenu les villes habitables, bien sûr, mais aussi pour nous. Ici, le désastre est un désastre qui ne détruit pas le lieu. Le désastre sanitaire est un désastre qui n'a pas des effets sur les lieux, mais a des effets sur la communauté. Et nous l'avons vu, la communauté s'est fragmentée, s'est dispersée. On était tous isolés dans notre maison. Et on avait besoin de rester en contact avec les autres. Et on s'inventait des applaudissements le soir. Donc il y a, peut-être ici je coupe un peu parce que c'est un peu long, plusieurs types de rites, pas religieuses. Sont des rituels parce qu'on les refait, mais pas avec une intention mystique ou religieuse. Il y a eu des rites inventés sur Internet, des prières sur Facebook, des vidéos, ici c'est l'évêque de Naples qui prie à Saint-Janvier, des messes en direct des réseaux sociaux. On s'invente, ici c'est Milan, ok. Ou par exemple ici, un prêtre de la Brianza, c'est-à-dire au nord de Milan, s'est inventé une messe tout seul avec les photos des personnes de la paroisse.
et a eu très succès parce qu'en Corse, on a trouvé la même chose. Et encore en Sicile ou au Pérou. On a cherché de rester ensemble avec une idée, quelque chose pour rester ensemble. Tous ces gestes sont irrationnels si on les prit isolés du contexte. Ils ne servent à rien contre le virus. Non? Ils ont une autre utilité, l'utilité de nous maintenir, de nous tenir ensemble, parce que nous sommes des animaux sociaux. Alors, il y a des prêtres qui ont fait sortir les statues, ils sont allés autour de la ville avec la statue de la Vierge pour bénir sur les toits, ils ont prié sur les toits de l'église, comme ça. On a fait des rites d'urgence aussi, ok? Bon, c'était une parenthèse parce que c'est trop long le chapitre sur les rites de la pandémie. Je disais il y a un autre type de rites sur les désastres qui sont les rites de commémoration. S'il y a eu un miracle, si la Vierge, Saint Janvier ou ce que vous voulez, a arrêté le Vésuve, a évité le désastre, c'est une manifestation divine exceptionnelle. On ne peut pas l'ignorer. Donc, l'année suivante, il faut se rappeler. Il faut refaire le rite, mais bien sûr, sans la motivation de l'année passée, sans la motivation d'arrêter le désastre. Et donc, c'est quoi? C'est une machine pour remonter le temps. On rappelle, c'est une mémoire collective, une manière de se rappeler ce qui s'est passé. Et ici, autour du Vésuve, il y a plusieurs de cet événement. Ici, c'est la Carro dell'Immacolata. C'est une machine énorme qui est construite tous les années pour la Vierge Immaculée le 8 décembre. Donc, en quelques semaines, il y a cette fête à Torre del Greco, la plus grande ville du Vésuve. Peut-être que les personnes ne se rappellent plus pourquoi est né ce rite. Mais si on fait un peu d'attention, c'est une machine pour remonter le temps et se rappeler que le Vésuve, dans le 1861, avait érupté et la lave était en direction de Torre del Greco et la Vierge nous a sauvés. Ici, c'est le 1944, le mars 1944, la dernière éruption du Vésuve. Les habitants de San Sebastiano, c'est un village, sont fuis parce que le village est détruit. Le village après, en descendant du côté du Vésuve, c'est Cercola. Et à Cercola, il y a la Vierge Immaculée et Saint-Georges. Donc, les personnes ont pris les statues de la ville à côté, ils sont remontés vers le Vésuve, vers la lave, et la lave s'est arrêtée. Mes témoins, les personnes que j'ai interviewées dans les années, qui ont 80, 90 ans, qui se rappelaient très bien de cet épisode, disaient avec un peu de cynisme, le Vésuve s'était déjà arrêté. On a fait la procession parce qu'il faut. Et ça, c'est très important parce que c'est ce que je dis. Les personnes ne sont pas exactement. Ils vont rester ensemble. Ils prennent une forme culturalisée parce que fait partie de notre culture profonde, mais la fonction, c'est rester ensemble. C'est donner une aide, on peut dire. Et après 70 ans, dans le 2014, ils ont refait le rituel, la procession. Et j'étais là pour photographier ce rituel. Et après, la fête, etc. Bien sûr. Le troisième cas, et il y a des autres, bien sûr,
est celui de Torre Annunziata. Torre Annunziata est une autre ville importante du Vésuve où il y a une peinture miraculeuse de la Vierge de la Neige. La Vierge de la Neige est dans le calendrier catholique est le 5 août. Parce qu'en été, il faisait la neige. Donc c'est exceptionnel. La peinture miraculeuse a été découverte par les pêcheurs de Torre Annunziata dans les siècles passés. Et elle est très vénérée, cette peinture. Le 22 octobre 1822, donc cette année a été 200 ans, 2 siècles, le Vésuve érupte, la lave descend cette fois vers Torre Annunziata. Ils prennent la peinture de la Vierge de la Neige et la lave s'arrête. Donc la ville s'est sauvée. De l'année suivante, Torre Annunziata a 2 fêtes, celle du 5 août et celle du 22 octobre. C'est une fête énorme. Tout le monde va là pour se rappeler du miracle de la Vierge sur le Vésuve. S'il y a de nouveaux risques, il y a aussi de nouveaux rites. Quand il y a été la crise des déchets à Naples, peut-être vous vous rappelez, dans les années 2000-2010, ils ont utilisé le sacré, la religion, pour se sauver des déchets. Ici, il y a le propriétaire de cette garage qui a dessiné sans rifiuto, littéralement c'est sans déchets, et les personnes n'ont pas plus mis les sacs là, même s'il n'est pas ensemble, okay? Mais c'est mieux éviter. Ou par exemple les protestations, les manifestations politiques contre les déchets et les lieux trouvés par le gouvernement Berlusconi à l'époque pour mettre les déchets, les manifestations ont utilisé le langage de la religion. Ici, c'est une femme de Torre Annunziata qui dit « Vierge de la Neige, arrête les déchets comme tu as arrêté la lave. » Okay? Donc, c'est ça ce que je voulais dire, qu'on utilise des codes culturels très profonds, religieuses, souvent sont religieuses, pour faire aussi des manifestations politiques. Encore un exemple, les Mamme Vulcaniche, les mères volcaniques, c'est une association de femmes du Vésuve, ils ont fait un pèlerinage vers le sanctuaire de la Vierge de Pompéi. C'est très important, la Vierge de Pompéi, avec 5 millions de fidèles chaque année, donc c'est très important. Ils ont fait le pèlerinage qui était en réalité une manifestation politique contre les discariche, c'est-à-dire les lieux pour les déchets, pour des questions sanitaires. Encore, on fait un voyage en Islande, dans le 2019, août 2019, des scientifiques, des activistes ambientalistes, environnementalistes, des politiciens aussi, ils ont fait un funérail à un glacier en Islande. Je ne sais pas comment il se prononce, excusez-moi, c'est un peu compliqué en islandais. En tout cas, ils ont fait une balade, ils ont fait le funérail. Parce que le glacier s'est éteint, est disparu. Et donc, c'est une manifestation qui prend un code religieux, ou se présente comme ça, en funérailles, mais c'est pour une question politique, environnementaliste, scientifique, pour lancer l'alerte. Ils ont mis aussi une plaque pour dire aux personnes du futur, si vous êtes en danger, c'est notre responsabilité, etc. Bon, pour conclure, ici il y a une citation de Italo Calvino. Italo Calvino, ce n'est pas un anthropologue, mais j'utilise aussi Italo Calvino pour expliquer qu'est-ce que c'est un conte.
Les contes, les légendes, disait Italo Calvino, sont vrais. Chaperon rouge est vrai ou faux? Est vrai. Tous les autres que vous pouvez penser sont vrais. En quel sens? Il dit, parce que c'est comme c'est la description des destins des êtres humains, des hommes et des femmes. Les peurs, les angoisses et les solutions aussi, dans ce sens, sont vraies. Pas l'épisode, bien sûr. Donc, les contes sont une forme de mémorisation, de narration pour se rappeler ce qui s'est passé. Par exemple, les sirènes. Les sirènes sont vraies ou faux? Sont faux. Mais, avec l'histoire des sirènes, et que dans cet endroit il y a des sirènes, on comprend qu'il est dangereux. Que peut-être il y a des courants marins, des rochers, et donc c'est dangereux pour les marins ou aujourd'hui pour les touristes, etc. Donc, est très efficace. La narration métaphorique du conte est très efficace. Nous ne savons pas quand est née l'histoire des sirènes ou l'histoire des géants, des milliers d'années, mais ils fonctionnent encore. Et c'est pour ça qu'ils sont vrais. Et donc, merci Italo Calvino pour le dire. Mais même les rites ont leur raison. Qu'est-ce que je vais expliquer un peu plus? Les rites ont une forme irrationnelle, mais la rationalité, ce n'est pas une seule. La rationalité, ce n'est pas celle mathématique. Bien sûr, c'est une forme de rationalité. Mais il y a la rationalité sociale. C'est-à-dire, pour nous, ici, ce danger, ce n'est pas trop pressant. En effet, c'est la logique qu'utilisent les habitants du Vésuve aujourd'hui. Ok, oui, c'est vrai que le Vésuve est dangereux, mais pas maintenant. C'est une logique, ok? Quand vous prenez l'avion, qu'est-ce que fait? C'est quelque chose qu'il faut avoir confiance dans les ingénieurs, non? Parce que si quelqu'un dans l'avion parle, dit ou dans le pilote, si quelqu'un dans l'avion dit « Ah, on espère qu'il ne tombe pas », tout le monde le regarde mal. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, je veux dire que la rationalité, c'est quelque chose qu'on partage dans notre groupe, dans notre collectivité. Et c'est un produit historique. Maintenant, c'est comme ça. Peut-être que la perception du risque autour du Vésuve changera quand le Vésuve recommence à la fumer. Donc, ce n'est pas quelque chose d'éternel. Ce n'est pas quelque chose de biologique. Non, les Vésuviens sont comme ça, les Napolitains sont comme ça, ou les Niçois sont comme ça. Non. Maintenant, ils sont comme ça. Pour les conditions sociales, environnementales, etc. Nous sommes le produit de tout ça. Et alors, pour conclure, je disais, ces deux objets, les contes, les géants, etc., et les rites, sont des objets culturels qu'un anthropologue étude, regarde, observe, écoute, pour comprendre, par exemple, l'élaboration sociale des risques, comme je disais, ou encore pour comprendre qu'il y a des autres logiques. Pourquoi les autres font comme font? Pourquoi les autres adorent, je ne sais pas, un autre Dieu, ou n'adorent personne? Ce sont des autres logiques. Il n'existe pas seulement une logique ou seulement la nôtre logique. Il y a des autres logiques. Et aussi, c'est très important d'observer ces objets parce qu'il y a des autres langages. Le langage du rituel, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un langage avec lequel la communauté se rappelle ce qui s'est passé. C'est un langage symbolique, ce n'est pas un langage verbal ou gestuel. C'est un langage symbolique très puissant qui est très efficace
parce que tout le monde se rappelle, même si on ne se rappelle plus le fait dans les siècles passés. Et donc, c'est aussi une expérience pour les chercheurs, dans ce cas, pour se écouter, pour se mettre en parenthèse, pour suspendre le jugement. Moi, j'ai mes idées, et vous aussi. Mais pour faire anthropologie, il faut le mettre en suspension. Il faut arrêter le jugement. Il faut s'éloigner de soi-même. Sinon, on juge, on ne regarde pas. On ne regarde pas avec les yeux de l'autre. Je ne peux pas devenir l'autre, mais je peux essayer de regarder comme l'autre. Et donc de comprendre sa logique. L'éruption est terminée. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Si vous avez des questions, des expériences, des choses, je suis là pour vous écouter. Dans les rites d'urgence que j'ai vus, il y a presque toute la population. Les personnes âgées, les jeunes, les femmes, c'est ça ce que je... Si. Non, alors il y a des contextes différents. En Afrique, il y a encore, en Afrique que je connais un peu plus, que c'est l'Afrique subsaharienne, du Burundi et du Rwanda, un peu l'est du Congo, donc c'est un continent. Hein. Il y a une présence de la pensée religieuse très présente. Donc en effet, la prière est quelque chose de quotidien. Et donc, en cas de crise, c'est une continuation de la quotidiennité, ce que j'ai vu. Je connais mieux l'Europe parce que les cas de crise que j'ai vus avec mes yeux sont en Europe, en Italie, et on peut dire en France avec l'attentat de Nice et le Covid. Ce sont les deux crises que j'ai vécues ici. Le rite d'urgence est quelque chose de plus exceptionnel. Il arrive et il utilise des codes différents. En France, je n'ai jamais vu des rites religieux après la crise. Mais il y a eu des rites. Par exemple, après l'attentat de la promenade des Anglais, il y a eu plusieurs rassemblements et le chant de la Marseillaise, par exemple. Chaque fois était en frisson, non? Donc, ce n'est pas en prière, mais c'est en faisant de rester ensemble dans un événement qui est inconnu. Ou encore, vous vous rappelez, au centre, sur la promenade des Anglais, la quantité de jouets, de dessins qui ont été comme témoignage de participation. Non? Donc, il y a des choses différentes, mais dans les deux pays que je connais, l'Italie et la France, le rite d'urgence est arrivé de manière exceptionnelle, pas comme une question quotidienne que j'ai vue un peu plus en Afrique. Je dis ça parce que, par exemple, l'année passée, à Goma, c'est une ville du Nord Kivu, de l'Est de la République démocratique du Congo, est érupté le volcan Nyiragongo, et la ville d'1 million de personnes a été évacuée.
Et personne n'a fait des processions ou des choses comme ça. Mais il se retrouvait dans ces maisons à prier en famille, des choses plus privées, okay? Pas trop de collectivité. Moi aussi, j'étais là, je fouillais, donc je n'ai pas vu trop, et donc je n'ai pas de données ethnographiques directes. Mais c'est mon rêve d'anthropologue de regarder quelque chose comme ça. En tout cas, mon sentiment, c'est qu'il a quelque chose de plus quotidien. Même parce que la crise, c'est quelque chose de plus présent, plus continu dans certaines communautés. Je me sens trop, je descends. Ah. Je n'ai pas souvenir qu'avant, quand il y avait un attentat, je pensais à l'attentat de la rue des Rosiers, on allait mettre des bougies, des fleurs, etc. Ça vient de sortir depuis quelques années et c'est devenu, entre guillemets, presque religieux, même si c'est païen ou tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que vous me faites penser à ça. J'étais étonnée, moi, avant, ça n'existait pas. On ne mettait pas des bougies. Je trouve quelque chose que vous disiez dans les accidents de voitures, de motos, dans les grandes rues, les autoroutes, il y a des fleurs. Et les fleurs restent pour le temps de lutte, du souvenir. Ouais, exactement. Combien est le temps du souvenir? Dépend des personnes, dépend de la famille, des amis. Mais c'est quelque chose de comparable peut-être. Madame. Alors, il y a le moment de l'émotion, qui est quelque chose lié aux nouvelles des journaux, comme Lola, etc., qui touche beaucoup les personnes, mais je trouve que c'est quelque chose de temporaire. Temporaire. Je trouve que c'est difficile. Après, je ne sais pas. Par exemple, par le Covid, je ne sais pas s'il y aura des rites de commémoration. Parce qu'il avait une fonction très ponctuelle dans ce moment pour l'émotion de l'instant. Donc, je pense qu'il n'y aura pas une continuation. Après, il y a une autre chose à considérer, c'est le pouvoir politique en général, qui peut utiliser ces rites pour véhiculer un message, peut instrumentaliser. Il y a aussi, par exemple, en Angleterre, des rites qui ont été utilisés dans les siècles passés. Maintenant, je ne rappelle plus le détail, donc excusez-moi, qui étaient en fonction de la religion anglicane. Donc la reine avait utilisé une urgence pour souligner l'importance de la religion anglicane dans le 19e siècle. Maintenant, je ne rappelle plus l'épisode. Mais en tout cas, il y a la possibilité que le pouvoir, les puissants, je ne sais pas comment dire, peuvent récupérer un cas. Oui, le temps de changer de pouvoir, exactement. Exactement. J'ai l'impression que vraiment les rites sont entre la vie et la mort. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où
l'espace entre les deux qu'on interpelle, même puisqu'il y a la peur de mourir dans les catastrophes. Et je ne sais pas si vous avez lu le livre de Laurent Godet, Danser les ombres, mais vous m'éclairez sur ce livre qui est sur le tremblement de terre en Haïti. Et la fin du livre, il y a une marche incroyable où les vivants et les morts sont mélangés. Et tout d'un coup, vous m'éclairez sur une démarche qu'il a mise dans le livre. Enfin, surtout Godet a écrit beaucoup dans cet endroit entre vie et mort. Et j'avais jamais pensé que c'était comme actualiser un rite, quoi. Permettre... enfin, c'est très spécial. J'arrive pas vraiment à analyser ce qui s'est passé, mais... Merci. Je ne connais pas le livre, mais il faut que je le trouve. Oui, oui. En effet, la limite entre la vie et la mort, c'est quelque chose de présent dans nos vies. Je l'ai dit au début, l'anthropologie s'occupe des choses que tous les êtres humains font, mais de manière différente. Tous les êtres humains ont les mêmes peurs, ont les mêmes besoins, ont les mêmes espoirs, etc., ont les mêmes doutes, mais ils l'interprètent de manière différente. Donc, par exemple, c'est normal dans certaines communautés, dans certaines civilisations, avoir un rapport quotidien avec la mort. Hein? La mort est partout. Les morts sont visibles, ne sont pas enterrés ou... Mais tout le monde, même nous et les autres, nous partageons cette question sur qu'est-ce que c'est la mort. Et donc peut-être que le rite, c'est une forme pour élaborer cette question. Si. Est-ce que vous étudiez aussi la part des rites dans la reconstruction des sociétés et des personnes ? Si, en effet, comme j'ai dit, le rite d'urgence, je l'interprète comme un premier pas pour une élaboration individuelle et collective du traumatisme. Je trouve que le rite est quelque chose de très utile, qui a une fonction très utile pour sortir de l'angoisse. Cette sortie est longue. Nous ne savons pas le temps. On l'appelle temps de suspension, de suspense. Et 1 an, 5 ans, 10 ans, on ne sait pas. Dans l'histoire des différents désastres que j'ai étudiés, que j'ai lus, par exemple, il y a autour du Vésuve, après le 1944, la dernière éruption, la reconstruction a commencé en 1955, après 11 ans. La reconstruction du village détruit. Le tremblement de terre de la Campanie de 1980, le 23 novembre, donc maintenant il y a presque l'anniversaire, 3000 morts à côté de Naples, est encore présente. On utilise une formule dans les sciences sociales qui est le tremblement qui dure plus de 40 ans. Le tremblement de terre est quelques secondes, en minute et demie. Ici, c'est 42 ans. Parce que les personnes ne sont pas sorties. Et les nouveau-nés sont nés dans la narration du tremblement de terre. Donc, comment on fait à sortir? Comment on fait à élaborer? Ensemble, c'est mieux. Ensemble, c'est plus facile. Mais c'est toujours lent, c'est long. Vous vous rappelez qu'il y a eu un attentat dans un concert à Bristol, je pense, avec la chanteuse américaine, je ne me rappelle plus, chanteuse pop, je ne me rappelle plus. Et des jeunes de 20 ans sont morts pour un terroriste. Le choc a été aussi pour la chanteuse. Et après un mois, elle a donné un autre concert parce qu'il était nécessaire d'élaborer ensemble. Donc, gratuite, bien sûr, etc. Ce concert, un concert pop, après un mois, a été, selon mon interprétation, un rite d'urgence. Au Bataclan, oui, merci, c'est vrai, exactement. Il faut
Combien de temps, en quelle manière, est toujours différente. Donc, je ne sais pas. En Italie, on dit aussi le 48 parce que dans 1848, il y avait une chose similaire. Le 48, le 13, exactement. Il reste. Merci madame, merci beaucoup. Merci, grazie. Je vous remercie et je remercie aussi madame Sylvie pour l'invitation, l'administration communale. Merci, grazie ancora.